Ils sont prêts à se mobiliser, ils sont sensibilisés aussi, mais ils n'y connaissent finalement pas grand-chose au dérèglement climatique. Ils, ce sont les jeunes. Et cette première conclusion, on la doit à une enquête à l'initiative de l'APED, l'appel pour une école démocratique. Alors on est un peu dur, hein, évidemment. On va nuancer ces propos tout au long de cette émission. Une émission consacrée donc aux véritables connaissances des jeunes en termes de dérèglement climatique. Pour en parler autour de la table, bien entendu, l'initiateur de cette étude, auteur également de l'étude, Nico Hirt, bonjour. Bonjour. On va pouvoir en parler précisément parce que je vois déjà les yeux de Charlie Van de Mergel qui nous regardent en disant attention à ce que vous dites. Vous êtes donc étudiant membre du mouvement Youth for Climate. Non. Ah, alors c'est une erreur. Je suis étudiant et j'ai lancé la pétition Change the Teaching, not the climate. Mais je ne suis pas membre de... Ah ben voilà, mais je savais que vous aviez initié la pétition, on en parlera bien évidemment. Voilà, erreur de ma part. Et puis de l'autre côté, alors j'espère que là, j'aurai tout juste, Adrien Van Eerdewijk de Teach for Climate. C'est ça. Ça c'est juste, ouf, voilà, c'est bon. 2 sur 3, ça va encore. On va adresser notre première question à Nico Hirt. Tout d'abord, pourquoi cette enquête? Est-ce que c'était parce qu'on voyait justement peut-être qu'il y avait un contraste entre le fait de descendre dans les rues, de sécher les cours et de vouloir véritablement s'informer et assimiler la théorie? Mais oui, c'est une des raisons, mais la raison principale, pour nous, l'enquête ne vise pas tellement ou ne visait pas tellement à juger ou évaluer les élèves, elle vise davantage à évaluer le système d'enseignement. Notre idée n'est pas de dire, ah, regardez, les élèves n'en savent pas grand-chose. Notre idée est de dire, regardez, l'école qui devrait instituer en chacun un citoyen capable de comprendre les grands enjeux de société, ben cette école ne remplit pas vraiment sa mission. Est-ce qu'elle remplit vraiment sa mission? C'était ça la question que nous posions via cette enquête. Et l'enquête ne juge d'ailleurs pas non plus les jeunes globalement. Il apparaît de très grandes différences entre les jeunes. Je me souviens d'une anecdote. Il y a quelques jours, quand l'enquête est sortie, j'ai été interrogé sur une autre chaîne de radio, celle-là, située tout près d'ici, qui a commencé son billet en disant « Ah, les jeunes qui ont manifesté, séché les cours contre le climat, contre le réchauffement climatique... » N'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien, ils auraient mieux fait d'aller au cours. Mais excusez-moi, ce journaliste, n'allez pas lui dire, mais je pense que c'est un imbécile, parce qu'il n'a tout simplement pas compris que ce que montre l'enquête, c'est que les jeunes qui ont manifesté, ceux-là connaissent bien les problèmes. Ce sont ceux qui ne connaissent pas la problématique. Qui ne vont pas manifester. Ce sont ceux-là qui n'ont pas été manifestés et qui sont restés chez eux. Et donc, l'enquête ne montre pas que les manifestants n'y connaissent rien. L'enquête montre qu'il faudrait que les jeunes en sachent davantage pour être conscients de la nécessité d'agir, de manifester et de réclamer des mesures plus draconiennes pour sauver le climat. On accordera évidemment un chapitre à l'enseignement, ce sera la deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, une petite question. Alors je m'adresse peut-être au professeur que vous êtes. Dans le cadre de ces marches pour le climat, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du fait que les jeunes descendaient peut-être dans les rues plutôt pour sécher les cours. Voilà, ça c'était un débat à part entière. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, ce sont les jeunes qui sont pointés du doigt et non pas justement l'enseignement ? Je pense que il faut pas tout de suite pointer du doigt cette tendance que peuvent avoir certains élèves à absolument vouloir sécher les cours. Je pense que les personnes qui sont critiques de ce mouvement vont vite attirer l'attention là-dessus. Moi, ce que j'ai constaté dans l'école où je donne cours, c'est des jeunes très engagés qui me posaient quotidiennement des questions sur le climat, sur la mobilisation, et qui étaient soucieux d'avoir des bons points et d'avancer dans leur cursus scolaire. Oui, mais pourquoi ce sont justement les jeunes qui sont pointés du doigt et pas les professeurs? Ou pas plutôt le cursus scolaire? C'est une bonne question. C'est parce que ce sont eux qui sont plus visibles pour l'instant dans les rues. Et c'est un thème qui, pour l'instant, l'apprentissage du climat et des conséquences du réchauffement climatique dans l'école est un thème qui pour l'instant passe un peu à la trappe dans toute la couverture médiatique. Et je pense que justement c'est bien de rappeler que pour que tout le monde soit assez conscientisé, il faut qu'il y ait du climat dans l'enseignement et pas simplement certains profs qui en sont intéressés, qui essaient de glisser ça dans leurs cours. Oui, dans des projets de fin d'année voilà, ou dans des actions à réaliser tous ensemble. Comme ils le peuvent, mais qu'il faut qu'il y ait réellement des examens qui portent là-dessus, que ce soit décrit précisément dans les programmes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
et que chacun ait une véritable chance, quel que soit le réseau d'enseignement. Oui, ça c'est important aussi parce que le réseau d'enseignement est repris dans l'étude également. On en reparlera. Vous vouliez réagir, Nicolas? Oui, non, moi je constate sur les réseaux sociaux, par exemple sur la page Facebook de notre association, l'Appel pour une école démocratique, je constate évidemment des réactions beaucoup de réactions positives, mais des réactions négatives aussi. Et je vois que les gens qui sont les plus acerbes contre les jeunes qui ont manifesté, ce sont aussi ceux qui ne veulent surtout pas que l'on change le système éducatif. Ce sont les mêmes personnes. Et donc, pourquoi est-ce que ce sont les jeunes qu'on vise? Parce que viser l'école, ça implique... oui, et puis ça implique que cette école, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ne fonctionne pas comme il faudrait et qu'il faut donc la changer. Et ça implique aussi, de la part de ces personnes, de se remettre un peu en question. Bon, il est temps de donner la parole à l'étudiant du jour, Charlie. Avant d'entrer dans les détails de cette enquête, a priori, comment vous avez perçu justement la réalisation d'une enquête qui, a priori, vise tout de même les jeunes et au départ leur manque de connaissances? Mais justement, j'ai eu la chance l'année passée de participer à ce mouvement climatique et j'ai essayé de mobiliser au sein de mon école. Et en mobilisant, j'ai remarqué en fait que beaucoup de jeunes justement manquaient de connaissances mais voulaient en apprendre plus. Ils me posaient des questions, ils s'étaient vraiment intéressés. Et puis quand j'ai appris la connaissance justement de ce rapport, j'ai eu l'occasion de le lire. Et en fait, justement, ce rapport était nécessaire pour justement montrer en fait que le système éducatif a clairement des lacunes auxquelles il faut absolument combler si on veut pouvoir après faire face à la crise écologique à laquelle nous sommes en train de faire face en fait. On va parler maintenant précisément de ce rapport parce que là on a bien fait monter le suspense. Nico Hirt, avant toute chose, les jeunes s'y connaissent-ils en théorie concernant le dérèglement climatique? Trop peu, certainement. Je peux vous donner quelques chiffres, je suppose. Donc, par exemple, il apparaît qu'un jeune sur deux seulement est conscient. Je veux d'abord préciser, quand on dit jeunes, ce sont des jeunes de fin d'enseignement secondaire. L'enquête a été faite auprès d'élèves de 5e, 6e de l'enseignement secondaire. Donc, un sur professionnel deux... et général. Général, technique et professionnel. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre, donc dans les deux communautés. Et il apparaît qu'un élève sur deux seulement est conscient qu'une centrale au gaz, par exemple, ou l'élevage animal sont des formes de production génératrices de CO2 ou de gaz à effet de serre. À l'inverse, 60% d'entre eux, et en Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à 70%, croient qu'une centrale nucléaire est émettrice de CO2. Alors, je comprends et je partage leur rejet ou leur crainte vis-à-vis du nucléaire, mais ce n'est pas avec des mauvais arguments et des faux arguments qu'on va faire avancer la lutte, ni contre les centrales nucléaires, ni contre le CO2. On a compris la lutte, mais on met le mauvais argument. Voilà. Autre exemple, un élève sur 4 pense que les ondes électromagnétiques, qui sont peut-être nocives, mais que ces ondes électromagnétiques sont des émettrices de CO2. D'autres exemples, la fonte des glaces. La fonte des glaces fait monter le niveau des eaux, mais pas n'importe quelle fonte des glaces. Les glaces continentales, quand elles arrivent dans les océans, font monter le niveau des eaux. Mais les glaces flottantes, comme la banquise du pôle Nord, par le fait même qu'elle est flottante et en vertu du principe d'Archimède, eh bien, en fondant, elle ne va pas faire monter le niveau de l'eau parce qu'elle va occuper exactement la même place dans l'eau que la partie immergée aujourd'hui. Et pourtant, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est, attendez que je le retrouve, 78%. 78% pensent que la fonte de la banquise va faire monter. Il y en a aussi un certain nombre, 1 sur 3, qui pensent que les fortes pluies vont faire monter le niveau des eaux, ce qui n'est pas vrai. C'est une incompréhension du cycle de l'eau où l'eau de pluie, elle vient des océans par évaporation. Mais là, tout de même, on pourrait se demander, c'est même pas un savoir propre au dérèglement climatique, je veux dire, c'est un savoir propre à des cours qui pourraient juste survenir depuis le début, parce que ça concerne le fonctionnement, vous le disiez, de la planète, de A à Z. Il y a aussi un autre pourcentage qui, moi, m'a interpellé, c'était 13% des élèves comprennent ce qu'est l'effet de serre, le mécanisme par lequel les émissions de CO2 contribuent au réchauffement climatique. VS, donc contre 19% en 2015, parce que vous aviez déjà initié une enquête en 2015. Donc là, on se dit, ah mince, ça veut dire que les jeunes savent moins aujourd'hui ce que c'est l'effet de serre qu'en 2015. En fait, pour la majorité des questions où une comparaison entre l'enquête 2015 et l'enquête 2019 est possible, ce ne sont pas des enquêtes identiques, mais on a tout de même repris volontairement certaines questions à l'identique dans les deux enquêtes, et on observe que pour la plupart des questions de connaissance et de compréhension
compétences générales comme analyser ou comprendre, interpréter un graphique par exemple, la majorité des questions de ce type-là, les résultats sont en baisse. Ce qui montre bien qu'il y a un vrai problème au niveau de l'enseignement. Un tout dernier point, les chiffres qu'on vient de donner sont des chiffres généraux globaux, des moyennes. Mais il y a des écarts à l'intérieur des groupes d'élèves. Et l'écart le plus important, c'est l'écart entre les élèves de l'enseignement général et de l'enseignement qualifiant ou technique ou professionnel. Si on reprend juste cet exemple dont on parlait, les 13% d'élèves qui connaissent et qui comprennent le phénomène d'effet de serre, ils ne sont que 4,6% dans l'enseignement professionnel. Donc l'écart est relativement important. On va tout au long de cette émission donner les chiffres pour ne pas vous donner comme ça tout d'un coup un contenu un peu trop condensé. À ce propos, peut-être on va demander l'avis du professeur. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de résultats ? Sans recul, vraiment, quand vous avez lu les résultats, quelle a été votre première réaction ? Honnêtement, non. Je m'y attendais pas. Je me disais que, vu qu'ils étaient tellement mobilisés, ils devaient forcément en savoir beaucoup. Et donc, je suis surpris. Et je trouve ça très important d'avoir cette information en face. Parce qu'il faut savoir qu'à côté des élèves qui se mobilisent, il y a aussi toute une série d'élèves qui ne se mobilisent pas ou qui doutent de la réalité ou du changement climatique ou alors du fait que c'est causé par des êtres humains, par la société humaine. Et donc, je pense qu'il faut savoir ça. Il faut savoir qu'ils ont des conceptions erronées et c'est pas juste des petits détails qui en fait ne changent rien au fond. Les gens qui ne connaissent pas les causes et ne connaissent pas la réalité et les conséquences du changement climatique vont moins s'engager, vont moins demander à ce qu'il y ait un changement, vont moins participer aux mouvements sociaux et vont moins voter pour des partis qui demandent de prendre le taureau par les cornes en ce qui concerne le climat. Et donc, il faut le savoir. Donc, ça m'a surpris. Mais je suis content d'avoir été surpris et je suis encore plus convaincu de l'urgence d'en parler à l'école et que ce qu'on apprend à l'école soit scientifique, correct et systématique surtout, que ce soit dans tous les programmes. Et on identifiera la portée de cette enquête en troisième partie d'émission, puisqu'on imagine bien qu'il ne s'agit pas que de chiffres. On va venir avec ces chiffres et on va venir un peu secouer l'enseignement belge. Restez avec nous sur LN24. On parle de ce que les jeunes connaissent véritablement du dérèglement climatique. À tout de suite. Ceci est une ode à la beauté. Pour ceux qui ont le souci du détail, qui voient l'extraordinaire dans l'ordinaire. Pour eux, nous transformons les dessins en œuvres d'art, les espaces vides en expériences, et faisons de leur maison un foyer. Flamand, bienvenue chez vous. Les légendes se construisent en allant là où personne n'est jamais allé, sur les sommets les plus éloignés, les frontières les plus reculées. Jeep, les légendes ne naissent pas, elles se construisent. Nouvelle Jeep Renegade à partir de 16 900 €. Les jeunes connaissent donc finalement peu de choses en théorie en ce qui concerne le dérèglement climatique. C'est ce que nous apprend une enquête lancée par l'APED, l'appel pour une école démocratique. Alors on se pose la question en deuxième partie d'émission, pourquoi les jeunes connaissent moins la théorie, mais par contre sont nombreux à descendre dans les rues et à sécher les cours. Alors là, il y a deux arguments. Je m'adresse directement à Charlie qui est à l'initiative d'une pétition dont on parlera dans quelques minutes. Est-ce que c'est un manque de cohérence, donc ces jeunes qui à la fois descendent dans les rues, sèchent les cours, mais quand il s'agit de s'informer et d'assimiler la théorie, il n'y a plus personne? Ou c'est un manque de moyens, parce que justement, aucun cours aujourd'hui ne prévoit un programme vraiment catégorique concernant le dérèglement climatique, l'écologie et l'environnement? Non, ce n'est pas un manque de cohérence, c'est bien un manque de moyens. Les jeunes, en allant manifester, montrent justement qu'ils ont compris au moins une chose, peut-être encore plus que leurs professeurs, c'est l'urgence de la crise à laquelle nous sommes en train de faire face. Mais ensuite, ils ont aussi compris qu'il fallait que les entreprises respectent des normes environnementales plus strictes. Ils sont 90% d'accord sur ce sujet. Oui, donc ils veulent des normes plus strictes, mais est-ce qu'ils connaissent les normes en vigueur actuellement ?
Je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître les normes pour voir que le dérèglement climatique, il est là. Et du coup, c'est tout à fait logique qu'on demande plus de normes. Un chiffre qu'on répète souvent, c'est que 100 entreprises dans le monde émettent 71% des gaz à effet de serre. Donc je pense que c'est tout à fait logique que les jeunes demandent des normes environnementales plus strictes pour les multinationales et les entreprises en général. Oui, mais donc là, vous parlez de gaz à effet de serre, mais on se rend compte que seulement 13% des jeunes savent ce que c'est le gaz à effet de serre. Et ils ne connaissent pas, ils savent ce que c'est le gaz à effet de serre, mais ils ne connaissent pas le phénomène du réchauffement de l'effet de serre. Mais en tout cas, ils savent que les gaz à effet de serre augmentent la température globale. Ils ne connaissent juste pas le phénomène par lequel ça se passe. Mais en tout cas, ils savent que c'est un gros problème, ces gaz à effet de serre. Donc c'est tout à fait logique de demander des normes environnementales plus strictes. Et ça, ils le savent. Donc c'est tout d'abord un point où il ne manque pas de cohérence. Ensuite, si on parle de connaissances pures, il est dur de se forger des informations soi-même, puisqu'il y a beaucoup de fake news, de climato-sceptiques, il y a aussi des élus qui commencent à douter du réchauffement climatique ou de l'impact humain sur celui-ci. Du coup, ça va être dur de nous-mêmes s'informer là-dessus en fait. Ça, c'est un point très important. Quand on pointe du doigt le jeune qui ne s'informe pas suffisamment, c'est vrai que la réponse peut être la multitude d'informations. Vers quelle information se tourner, vers quel canal? Si notre professeur ne nous délivre pas cette information, à qui peut-on faire confiance? Ça, c'est un point que je vous accorde, très bien. Ça valait la peine d'être dit. Peut-être rebondir là-dessus avec votre pétition, puisque vous avez lancé une pétition Change the Teaching, not the Climate. Donc ça commence par l'enseignement avant même de parler de changement climatique. Je me suis trompée à nouveau. Non ? Ah, je voyais un regard, je me dis, mince, je me suis trompée dans le nom de la pétition. Donc cette pétition, quand est-ce que vous l'avez lancée et pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendez? On l'a lancée pendant le mouvement climatique de l'année passée. Je ne connais plus la date exacte, je pense que c'était vers mai. On l'a lancée dans le but de justement critiquer l'enseignement actuel et en espérant qu'il change. Actuellement, elle n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais en tout cas, elle met le doigt sur justement ce que le rapport montre, c'est que les jeunes ne sont pas suffisamment informés, ne sont pas suffisamment armés pour faire face à la crise à laquelle nous sommes en train de faire face. Et c'est l'enseignement qui nous arme, qui nous donne les outils nécessaires pour combattre, pour lutter contre cette crise. Et du coup, le but de cette pétition, c'est justement qu'on parle enfin de la place du climat dans l'enseignement. Du climat et de la biodiversité, qui est tout aussi importante, qui sont liées dans l'enseignement. Je vais vous demander une réaction à tous les deux, mais peut-être pour étayer cette pétition. Donc vous demandez plusieurs choses, je ne vais pas tout dire, mais que les crises environnementales et climatiques occupent une place plus importante dans les cours, que les crises climatiques et écologiques soient traitées comme véritables crises et comme véritables cours, que les actuels et futurs enseignants reçoivent une formation complémentaire sur le contenu du rapport le plus récent du GIEC. Donc voilà, ne serait-ce que dans ces 3 premières demandes, c'est vrai qu'on bouscule un peu les codes de l'enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous en tant que représentant de Teach for Climate? Je pense que c'est une très bonne idée, évidemment. C'est faisable? Je ne pense pas que tous les enseignants doivent recevoir des informations systématiques sur le climat, mais je pense que si les programmes prévoient des objectifs clairs en matière de climat, au moins les professeurs de géographie ou de DM auront une information claire et devront la disséminer par le programme. Et donc, en tout cas, peut-être inscrire le changement climatique dans d'autres cours. Quand on voit les cours d'études du milieu, les cours même d'économie, on peut inscrire... Moyennant quelques détours, on peut parler du climat dans toute une série de cours. Moi, je suis prof de langue, de néerlandais et d'anglais, et on a un chapitre sur les problèmes de société, et d'autant plus l'année passée, je mettais l'accent sur le climat, sur ce qui se passe, sur les réactions face aux mobilisations et tout. Mais chez Teachers for Climate, on pense que ça ne doit pas être du ressort de chaque prof d'essayer d'utiliser son programme existant pour peut-être mettre un petit peu de climat dedans, parce que peut-être certains ne le feront pas. Nous, on voudrait que ce soit systématique et que ce soit institutionnalisé et qu'il y ait à la limite, soit une partie de programme très claire dans les cours spécifiques comme la géographie, soit un cours à part sur le climat. Et ça s'appellerait comment ce cours? Climat, dérèglement climatique ou crise climatique? Votre idée vaut la mienne pour l'instant.
pourrait imaginer l'urgence climatique, un cours sur l'urgence climatique. Un autre point, oui. Sur cette question, ouais, je ne vais pas prendre position sur l'hypothèse de créer un cours spécifique sur l'urgence climatique ou non. Le plus important à mes yeux, c'est que ces matières soient effectivement vues dans toutes les filières d'enseignement. Ça veut dire, premièrement, aujourd'hui, on a un enseignement dans lequel la formation générale en histoire, en sciences, en géographie, en technologie particulièrement, qui est totalement absente dans notre cursus actuel, ces matières-là ont été un petit peu repoussées sur le côté au nom du recentrage sur les compétences de base. Et ça, c'est sous la pression, sous la demande des milieux économiques. C'est eux qui disent le plus important, c'est que tout le monde sache bien lire, écrire, sache utiliser un ordinateur, sache calculer, sache communiquer dans 2 ou 3 langues étrangères. Ces fameuses compétences de base sont au cœur des apprentissages aujourd'hui, mais ça s'est fait au détriment des savoirs porteurs de citoyenneté, de compréhension du monde, de ce que j'appellerais la citoyenneté critique et consciente. Ça passe par de l'histoire, de la géo, des sciences, des technologies. Comme on disait tout à l'heure pour la fonte des on en a glaces, fait un petit peu, on en a fait un petit peu le parent pauvre de l'enseignement. C'est un premier point. 2, à l'intérieur de ces cours de sciences, technologie, géographie, etc., il faut évidemment que les questions climatiques soient abordées. Mais pour qu'elles soient abordées, encore faut-il que les programmes d'enseignement indiquent clairement quels sont les objectifs cognitifs à atteindre. Or, là aussi, on a un problème aujourd'hui, à savoir la redéfinition des programmes en termes de ce qu'on a appelé l'approche par compétence. L'approche par compétence, elle revient en gros à dire ceci. Peu importe quelles sont les connaissances qu'on apprend à l'école, du moment qu'on apprenne à bien s'en servir. Ça aussi, c'est une évolution qui répond à une demande des milieux économiques, du monde du travail, parce qu'ils disent c'est pas tellement les qualifications, les connaissances qui sont importantes, les conditions techniques de travail changent tellement vite que ce qui est important, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Et donc, ce qui est important, c'est pas que le jeune ait beaucoup de connaissances, ce qui est important, c'est qu'il soit capable d'utiliser rapidement des connaissances nouvelles dans des circonstances nouvelles. Alors qu'il y a quand même des connaissances de base qui ne doivent pas être négligées. Voilà, moi je suis évidemment pas contre l'exercice des compétences et l'exercice de l'adaptabilité, de la flexibilité, tout ça c'est important, mais ça ne peut pas se faire comme c'est le cas aujourd'hui, au détriment de ce corpus de connaissances de base qui est constitutif d'une citoyenneté critique. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et alors le troisième point, on l'a déjà évoqué, mais il faut vraiment insister dessus, c'est la plus grande leçon de cette enquête. Les fossés énormes entre les jeunes de l'enseignement général, technique et professionnel. Dans l'enseignement professionnel, plus encore que dans n'importe quelle filière, les contenus d'enseignement ont été réduits presque exclusivement à ce qui cadre spécifiquement dans leur formation à caractère technique ou professionnel, au détriment de la formation générale. Et donc, renforcer la formation générale dans l'enseignement qualifiant et ou prolonger le tronc commun d'enseignement, mais en s'en donnant les moyens, et là on est à un autre débat, celui sur le pacte d'excellence, que moi je trouve très insuffisant, mais bon, ça c'est, on va pas entamer, tout autre débat. On va pas entamer ce débat-là, quoique c'est lié évidemment, très fortement lié, bien sûr, mais donc aller vers une meilleure formation générale pour tous, pas seulement dans l'enseignement général, mais pour tous les élèves. Ça, ce sont pour moi des objectifs vraiment urgents de réforme des systèmes éducatifs. Et dans cet enseignement de base, on l'a compris, il faudrait, d'après vous, apporter une dimension écologique, environnementale, pour traiter les crises climatiques qu'on connaît actuellement. On parle d'une enquête, celle réalisée auprès de 3259 jeunes à l'initiative de l'APED, l'appel pour une école démocratique. Cette enquête nous montre que les jeunes ne connaissent pas grand-chose, finalement, au dérèglement climatique. Mais avant de pointer les jeunes, elle pointe surtout la façon dont l'enseignement est organisé. Restez avec nous sur LN24. On poursuit cet intéressant débat juste après ceci. Un mercredi pluvieux comme tous les jours de cette semaine, des averses se développeront un peu partout sur le pays avec un risque de coups de tonnerre localement. Les nuages pourraient laisser percer quelques timides éclaircies. Côté température, les maxima seront compris entre 11 degrés en Haute-Fagne, 14 degrés à la côte, vent modéré à assez fort. Demain jeudi, ciel partagé en traverse le matin, éclairci l'après-midi. Le risque de quelques perturbations se maintiendra surtout au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Haute-Ardenne et 16 degrés sur l'ouest du pays.
12h30 pile, on va parler de dérèglement climatique, mais avant cela, on rejoint Anne-Sophie Depot pour l'actualité. Les tensions ne cessent de s'accentuer entre Kurdes syriens et Turcs à la frontière. Entre les deux pays, la Turquie répète qu'une offensive militaire en Syrie est imminente. Une campagne de publicité de Bicky Burger fait débat sur les réseaux sociaux. Le jury d'éthique publicitaire a déjà reçu environ 300 plaintes. Apple est accusé par un média chinois de complicité avec les émeutiers de Hong Kong. Une campagne de publicité de Bicky Burger fait débat sur les réseaux sociaux. Le jury d'éthique publicitaire a déjà reçu environ 300 plaintes. Cette publicité représente un homme en train de frapper sa femme car elle ne lui a pas rapporté un véritable Bicky Burger. La secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'égalité des chances, Nawal Benamou, a annoncé hier qu'elle avait l'intention de déposer une plainte auprès du jury d'éthique publicitaire. D'autres lui ont emboîté le pas car Sandrine Sépul, membre du JEP, croule sous les plaintes. Elle en compte déjà environ 300. À titre de comparaison, la campagne Rich Meets Beautiful pour une entreprise de prostitution étudiante, elle avait à l'époque reçu une centaine de plaintes. Le traitement du dossier par l'organe d'autorégulation devrait prendre plusieurs jours. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut demander à l'annonceur de retirer carrément sa publicité. Or, je sais qu'ici, je pense que sauf erreur, ça a déjà été le cas. Il y a déjà eu un retrait de la publicité litigieuse. Maintenant, ce qui se passe aussi derrière, c'est important qu'il y ait une décision quand même qui soit prise, et elle est toujours prise, même en cas de retrait de la publicité, parce que cette décision est publiée. Donc c'est important par rapport à l'opinion publique qui peut en prendre connaissance, c'est important par rapport au secteur publicitaire, parce que ça fait aussi œuvre de jurisprudence, et ça permet de mettre un peu les balises de ce qui est acceptable, de ce qui est complètement autorisé, de ce qui ne l'est pas. Donc une décision garde toute son importance dans un cas comme celui-ci. Robert Verteneuil, président de la FGTB, était l'invité de Martin Buxan ce matin. Le syndicat socialiste a récemment publié son traditionnel baromètre socio-économique. La FGTB a dressé un cahier des charges. L'une des mesures proposées, c'est un salaire minimum de 14 € de l'heure qui porterait le salaire mensuel à donc 2 300 €. Il s'agit de savoir maintenant si oui ou non on veut donner quelque chose de sérieux aux gens qui sont au salaire minimum, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus vu aucune augmentation depuis 2008. Ou bien, il n'y a rien eu depuis 2008 en matière d'augmentation. Le salaire minimum interprofessionnel n'a plus été augmenté depuis cette époque-là. Et il s'agit de savoir si on veut faire un effort pour ces travailleurs-là qui sont dans des salaires extrêmement bas. Je rappelle qu'on est à 9,85. Ou bien on va continuer à dire n'importe quoi ou à donner une aumône de 10 centimes. Et à l'étranger, les tensions ne cessent de s'accentuer entre Kurdes, Syriens et Turcs à la frontière entre les deux pays. Et la Turquie le répète, une offensive militaire dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde, elle est imminente. Un convoi composé de dizaines de véhicules blindés a été vu dans une ville turque à la frontière syrienne. Le ministre de la Défense a affirmé que les préparatifs pour cette invasion militaire étaient terminés. Et en réponse à cette menace imminente, les autorités kurdes en Syrie ont appelé à une mobilisation générale pendant 3 jours. Les Kurdes de la région sont très inquiets après l'annonce américaine d'un retrait des troupes. Ils craignent que cela mette le feu à toute la région. Apple est accusé par un média chinois de complicité avec les émeutiers de Hong Kong. Une accusation qui vise une application de transport urbain. Les explications avec Saskia Violette. C'est par un média chinois que la marque à la pomme a été accusée de soutenir le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, et ce, par le biais d'une appli de transport urbain, au moment où Pékin accentue la pression sur les entreprises étrangères. L'accident survient alors que la NBA, la Ligue américaine de basketball et sa franchise des Houston Rockets font face à de vives critiques en Chine pour un tweet d'un dirigeant du club qui soutient les manifestants hongkongais. Et aujourd'hui, le géant américain Apple est dans le viseur du quotidien du peuple pour avoir autorisé à Hong Kong cette application qui permet donc au public de localiser les policiers sur une carte. Son nom, hkmap.live. Selon le journal, c'est une application qui soutient les émeutiers alors que l'ancienne colonie britannique traverse depuis 4 mois une grave crise politique avec des manifestations quasi quotidiennes et parfois violentes. Pourtant, du fait d'importants enjeux financiers en Chine continentale, Apple s'est toujours abstenu de prendre position
auditions sur des sujets sensibles et la firme se plie généralement aux exigences de Pékin. Hong Kong, territoire rendu à la Chine en 1997, bénéficie d'un statut particulier avec une large autonomie et des libertés inconnues dans le reste du pays. Actuellement, Apple n'a pas fait de commentaires, mais les internautes chinois sont partagés. L'un explique quand la brutalité policière et la police augmentent dans les rues de Hong Kong, je me fie à cette application pour me déplacer en ville quand j'ai besoin de rentrer chez moi ou de travailler. Et un autre précise, ce n'est certainement pas par accident qu'Apple a autorisé hkmap.live en ligne. Le Parlement européen a convoqué la candidate commissaire française Sylvie Goulard pour une deuxième audition qui aura lieu demain. Et au cours de cette nouvelle audition, Sylvie Goulard devra répondre à 13 questions. Elle aura l'occasion de dissiper les doutes sur son intégrité. Elle devra expliquer pourquoi une enquête qui l'a contrainte de démissionner de son poste de ministre en France ne l'empêcherait pas de devenir commissaire européenne. Celle qui espère obtenir le portefeuille important du marché intérieur, de l'industrie et de la défense n'avait pas convaincu au terme de sa première audition. Rappelons que le Parlement européen a déjà recalé 2 candidats. Le président équatorien Lénin Moreno et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenus ce matin. L'Équateur est actuellement touché par un mouvement social. En déplacement, Lénin Moreno a invoqué un couvre-feu dans la capitale équatorienne après de nombreux incidents entre forces de l'ordre et manifestants. Les habitants d'Équateur protestent toujours contre les mesures annoncées par le président, à savoir des sévères coupes budgétaires et la hausse des carburants. Le prix Nobel de chimie vient d'être attribué à 3 personnes. Et il revient à l'américain John Goodenough, au britannique Stanley Whittingham et au japonais Akira Yoshino. Ils sont félicités pour l'invention des batteries au lithium, aujourd'hui présentes dans de nombreuses technologies du quotidien. Le ministre britannique du Brexit, Steve Barclay, va rencontrer le négociateur pour l'Union européenne, Michel Barnier, aujourd'hui, et c'est à Bruxelles. Oui, et cette rencontre, elle sera l'occasion de faire le point sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils discuteront de l'état de la situation après une semaine de négociations plutôt mouvementées. Midi 37 sur LN24, restez avec nous, on parle d'une enquête, une enquête qui nous en apprend un peu plus sur les connaissances véritables des jeunes à propos du dérèglement climatique. Troisième question de ce troisième chapitre d'émission, on va surtout se demander que faire avec cette enquête, est-ce que vraiment elle va nous permettre de faire bouger les choses? Restez avec nous, à tout de suite. À chaque instant, des incendies s'allument et s'éteignent aux 4 coins de notre planète et influencent en profondeur notre vie quotidienne. Je vous propose de nous retrouver chaque semaine dans le magazine international de LN24 pour tenter de trouver les clés de ce monde en ébullition. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de LN24. Mais certainement parce qu'on avait dit après le Brexit, ah vous allez voir. Mais non. Oui. En février dernier, l'État fédéral a été condamné. C'était une de ses spécialités de ce showman hors norme. Le CAC 40, la bourse de Paris qui prend 1,21%. Pas de chef, pas d'idée, comment voulez-vous que ça marche? La matinale, c'est du lundi au vendredi de 6h30 à 9h sur LN24. On se retrouve chaque semaine dans Médiathèque, le mag d'LN24 qui met en perspective le business des médias et de la technologie. Ce qui ferait donc un total largement supérieur aux 160 millions d'abonnés de Netflix. Médiathèque, c'est tous les mardis à 17h et 21h30 sur LN24. Les jeunes s'y connaissent donc finalement peu sur le climat et le dérèglement climatique, mais sont-ils prêts à se mobiliser? Ça, c'est encore une autre question. Alors en troisième partie de cette émission, on va surtout essayer de comprendre dans quelle mesure cette enquête initiée par l'APED peut permettre de faire bouger les lignes. Charlie, vous êtes le représentant des étudiants cet après-midi sur LN24. Vous avez initié notamment une pétition pour faire changer les choses au sein de l'enseignement. Dans quelle mesure les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure issus de l'enquête peut justement être une bonne arme de lutte? Justement, ça confirme encore une fois que l'enseignement a de sérieuses lacunes. Et justement, cette pétition était là justement pour tenter d'y remédier. Bien sûr que ce qui est proposé dans la pétition est clairement incomplet. Et le rapport pourrait permettre à la compléter. Du coup, c'est déjà un point pour lequel le rapport va permettre d'aider. Quoi qu'il arrive, donc les chiffres évidemment sont toujours bons à prendre. Est-ce que les jeunes, d'après vous, avaient conscience qu'ils s'y connaissaient si peu?
Je pense que l'enjeu climatique est tellement complexe que ce soit les jeunes ou la population générale n'a pas forcément conscience du peu de connaissances qu'ils ont. Mais je pense pas non plus qu'il faut les blâmer pour ça. Je pense que justement, il faut communiquer là-dessus. Et heureusement que ce rapport est du coup arrivé maintenant pour essayer de mettre le point là-dessus, quoi. Troisième chose, avant de donner la parole à nos intervenants, les jeunes sont-ils prêts à se mobiliser pour le climat ? Mis à part sortir dans les rues, ici on donnait des exemples, par exemple prendre le train plutôt que l'avion, éviter la voiture, consommer autrement, voilà, modifier comme ça des habitudes au quotidien. Et on reposera la question évidemment à Nico Hirt qui a les chiffres, mais d'après vous, est-ce que les jeunes sont prêts à le faire ? Mais j'ai pu aussi du coup lire le rapport et... Il a triché. J'ai un peu triché, j'avoue, et visiblement oui, ils sont clairement prêts à se bouger eux-mêmes. Mais pour ça, il faut d'abord aussi... par exemple, ici on parle des transports en commun. Le dimanche, moi j'ai pas de bus. J'ai plus de bus après 19h, je suis coincé. Du coup, les transports en commun, c'est bien, mais il faut les développer aussi. Du coup, ce que les jeunes demandent, c'est des sérieuses alternatives qu'après ils pourraient utiliser. Mais on ne peut pas demander aux jeunes de prendre le bus s'il n'y a pas de bus. Mais sinon, oui, ils sont clairement prêts à se mobiliser eux-mêmes, mais ils ont aussi conscience que c'est un problème systémique. Donc, ce n'est pas le changement individuel qui va permettre de sauver, de faire face à la crise climatique, mais c'est justement s'attaquant à ces fameuses 100 entreprises qui émettent 75% des gaz à effet de serre. On le sent, hein, les jeunes finalement dans ce combat climatique sont un peu oppressés, ils sont cadenassés à la fois pour la théorie parce qu'ils ne savent pas vraiment vers quelle source s'adresser, on a parlé des fake news tout à l'heure, à la fois pour concrétiser leurs actions, là aussi c'est compliqué puisque vous le disiez c'est une problématique à voir de façon holistique, systémique. Du coup, que peuvent faire les jeunes avec tous ces chiffres un peu alarmants ? Mais je vais d'abord tout de même donner une note positive. L'une des leçons de l'étude, outre la faiblesse des savoirs et des connaissances qui, je le répète, est de la responsabilité du système éducatif et pas des jeunes en général, outre cette faiblesse, l'étude montre aussi qu'en termes de conscientisation et de mobilisation, il y a là, au contraire, par rapport à l'enquête de 2015, il y a un assez net 5 fois plus. Progrès. Hein. Il y a, par exemple, 80% des jeunes disent qu'ils sont prêts à consommer de préférence des produits locaux. Mais ça veut dire quoi, prêt à ? Ça ne veut pas dire qu'ils le font. Oui, mais en général, la plupart des lycéens aujourd'hui, c'est pas eux qui achètent, qui font les courses pour la famille. Cette réflexion ? Mais je la prends comme l'existence d'une prise de conscience chez les jeunes, de la nécessité d'aller vers des produits locaux. Et je crois que cette prise de conscience-là, cette conscience-là n'existait pas ou n'existait pas dans la même mesure il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Même chose pour plutôt utiliser le vélo et les transports en commun que la voiture. 72%, ça c'est quand même une grande majorité. Oui. Manger moins de viande. Un jeune sur 2 dit « je suis prêt à manger moins de viande ». Maintenant, il y a aussi des nouvelles moins bonnes. Hein. 46% disent qu'ils sont plutôt d'accord avec la phrase « chouette, on aura plus de jours de beau temps », ce qui est tout de même une acception assez, je dirais, légère du changement climatique. Mais, je le redis, la prise de conscience est étroitement, mais vraiment très très étroitement liée aux connaissances. Je vais vous donner un chiffre à cet égard qui est quand même, à mon avis, important. Il y a relativement peu de jeunes qui se disent climato-sceptiques, c'est-à-dire qui ne croient pas au changement, au dérèglement climatique d'origine anthropique, d'origine humaine. Mais ceux qui n'y croient pas, parmi eux, la très grande majorité, 86%, sont loin en dessous de la moyenne en termes de connaissances. Ça veut dire que ce qui engendre le climato-sceptisme, qui est complètement à l'opposé, qui est une négation totale de choses largement établies par la science. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique tout à fait général sur cette question. Mais ce qui engendre ce climato-sceptisme, c'est le manque d'information. C'est l'ignorance. L'ignorance est la première cause, la première arme, je dirais, de ceux qui ne veulent surtout rien changer dans le monde. Et c'est cette ignorance qu'il faut combattre, et c'est l'école qui a pour tâche de le faire. Encore un chiffre qui m'avait interpellé, ce sont ces 21 fameux % des élèves qui pensent qu'il ne faut pas s'en faire parce que de toute façon la technologie et la science parviendront à résoudre le problème. Là, je me tourne peut-être vers le professeur. Est-ce que ça, par exemple, c'est une donnée que le professeur pourrait traiter et pourrait améliorer sans forcément que le climat soit intégré de façon officielle au cursus ?
À mon avis, c'est toujours une bonne chose de miser un maximum sur le fait que les avancées technologiques vont nous permettre de refouler le changement climatique. Et il faut absolument travailler là-dessus pour avoir des alternatives vertes, durables. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut simplement attendre les bras croisés. Que ça se passe en attendant. C'est très urgent. Il faut qu'il y ait des changements. Directs et rapides. Je pense qu'on remarque au niveau des connaissances que l'ignorance amène l'inaction. Et je pense que le même peut être dit de cette enquête, c'est bien qu'on sache que certains élèves ne connaissent pas, parce que l'ignorance de ce fait-là entraînera l'inaction aussi au niveau des politiques, au niveau du changement du système scolaire, du changement du programme scolaire et des politiques. Donc ça, c'est un peu un coup de lumière dans le noir, quoi. Parlons-en des politiques. Ici, on sème des petites graines en espérant qu'à un moment donné, elles germent. Vous avez semé une pétition, vous avez semé une enquête. Qu'est-ce qui va germer de ces deux actions, justement, d'après vous, pour Teachers for Climate? Qu'est-ce que ces graines-là pourraient faire germer? Je pense que si beaucoup de profs sont conscients du fait que les élèves sont tellement dans le noir par rapport à ces connaissances climatiques, ils auront plus à cœur de individuellement intégrer ça d'une manière ou d'une autre. Donc ne pas attendre forcément la réorganisation de l'enseignement, parce que ça, Dieu sait comme c'est compliqué. On sait à quel point c'est une machine rouillée et qui change difficilement. Mais donc, oui, à titre individuel pour certains profs, le fait de constater ça, je suis sûr que ça va un peu susciter une prise de conscience et leur donner envie, soit dans leur cours, soit informellement, parce qu'il y a aussi toute une série de profs qui parlent avec leurs élèves pendant la pause ou de parler de ce genre de choses. Mais tout ça, selon moi, ça reste des corrections à la marge, des choses qui vont sûrement changer chez certaines personnes, mais qui n'auront pas une influence systématique sur les connaissances du public belge. La vraie solution, encore une fois, selon Teachers for Climate, c'est qu'il y ait quelque chose d'institutionnalisé, qu'on demande à l'ensemble des élèves de tous les réseaux en Belgique, et ailleurs dans le monde aussi, mais bon, concentrons-nous d'abord sur la Belgique, qu'on leur demande d'avoir des examens là-dessus, qui soient testés, qu'ils aient des cours, et que sur des connaissances, non seulement sur des compétences évidemment, et que ça fasse l'objet d'un test, d'un examen certificatif, et pour qu'on soit certain que ça ne dépende pas juste de la bonne volonté des profs. Et de la sensibilisation des professeurs, parce qu'avant d'intégrer ça au cours, il faut encore que le professeur soit sensibilisé. Nico Hirt, un mot à ce propos? Oui, à propos de ce que ceci pourrait permettre par rapport aux politiques. Notre association, l'Appel pour une école démocratique, nous comptons lancer dans les semaines qui viennent un mémorandum qui s'adresse au gouvernement des deux communautés, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la communauté flamande, par rapport à leur déclaration de politique communautaire en matière d'éducation. Et ces déclarations de politique communautaire, de manière générale, montrent que nos politiques n'ont pas du tout pris aujourd'hui la pleine conscience des impératifs éducatifs imposés par les grands enjeux environnementaux, mais aussi sociaux, culturels, économiques et sociaux. Et je pense que cette étude sera un des éléments qui viendra confirmer notre jugement et qui viendra appuyer cette requête d'avoir une réforme profonde des systèmes éducatifs au nord comme au sud. Mais la requête adressée aux politiques, bon, on va pas trop rêver, disons, c'est bien qu'elle soit adressée, mais on sait que ça prend énormément de temps. Est-ce que vous pourriez aller voir directement les écoles, les directions, venir avec ces chiffres, dire voilà, par exemple, on parlait de la fonte des glaces, est-ce qu'on peut sensibiliser les professeurs de géographie sur cette lacune qu'ont les élèves par rapport à la fonte des glaces, par rapport à la mobilité? On voit que certains jeunes pensent encore que le train et l'avion sont autant émetteurs de CO2 par personne. Là, on est quand même sur une grosse information erronée. Peut-être qu'en venant avec ce type d'informations extrêmement concrètes, et à nouveau, je le dis, et je salue cela dans votre enquête, c'est très très concret, les chiffres sont nets. Venir avec ces chiffres-là dans les écoles,
Est-ce que ça pourrait peut-être générer une réorganisation au sein même de l'école? En tout cas, ça peut modifier les comportements et l'attention que les enseignants de ces écoles portent à ces problématiques. Et donc ça, c'est une démarche qui est en tout cas nécessaire. C'est une démarche. Mais nous n'avons pas les moyens d'aller personnellement, moi ou les membres de notre association, d'aller chacun dans toutes les écoles de Belgique. Ce que nous faisons, c'est diffuser au maximum le rapport que nous avons produit et essayer de faire en sorte que d'autres associations, mais aussi les enseignants, les chefs d'établissement, se saisissent de cet outil pour faire avancer les choses dans leur école. Et donc j'invite d'ailleurs, je profite de l'occasion, pour inviter les auditeurs, les auditeurs qui sont actifs, les élèves, les citoyens, tous ceux qui sont actifs dans l'enseignement ou soucieux de cette problématique, de télécharger le rapport complet qui se trouve sur notre site internet. Alors le site internet, l'adresse est très simple, c'est www.écoledémocratique en un mot sans accent, .org, www.écoledémocratique.org, et là vous pouvez télécharger le rapport complet et l'utiliser dans votre établissement scolaire, le faire lire par vos collègues, et peut-être lors d'une journée pédagogique par exemple, ou lors d'une rencontre entre professeurs de sciences, voir comment on peut améliorer le travail sur ces thèmes-là au sein de son établissement, bien sûr. Donc ici, une première source d'information, on l'a vu. Un problème notamment relevé par Charlie, c'est que le jeune n'a pas forcément accès à l'information. Alors on dit toujours qu'on a accès à l'information, mais elle est tellement nombreuse et la plupart du temps, elle se contredit. Dans quelle mesure Teachers for Climate peut essayer d'amener un contenu à ces élèves qui sont demandeurs d'une information? C'est vrai que si on se base seulement sur les ressources d'Internet pour obtenir son information, on peut trouver de vraies informations de qualité, mais on peut aussi très vite être la proie de plein de personnes qui n'ont pas du tout comme intérêt premier de bien t'informer, mais plutôt de générer des clics sur leur pub et de faire en sorte que peu importe ce que les gens lisent, qu'ils aillent sur le site, etc. Et on connaît évidemment très bien la problématique des fake news, donc je pense que laisser les gens un peu seuls à s'informer en disant démerdez-vous, c'est un problème et c'est dangereux. Et là-dedans, évidemment, l'école a un rôle à jouer. Donc on disait que oui, bon évidemment, s'adresser aux politiques, ça prend du temps, ça ne change pas immédiatement, mais pourtant il y a urgence, etc. Donc une des réponses qu'on apporte à ça en tant qu'organisation, Teachers for Climate, ça a commencé à exister l'année passée dans la foulée des mobilisations des élèves. C'est un de nos buts aussi, hein. Donc on rassemble un maximum de professeurs qui sont conscientisés sur la thématique du climat et qui ont envie de porter cette thématique dans leur école et auprès de leurs élèves. Et plus notre réseau peut s'élargir, plus évidemment l'information pourra être répandue dans des écoles des deux côtés de la frontière linguistique. Est-ce que vous, justement, vous pourriez vous approprier cette enquête et aller la diffuser dans les écoles et essayer de générer un mouvement dans les écoles? Moi, je l'ai déjà imprimé. Oui, ça, j'espère bien, surtout avant l'émission. Mais est-ce qu'on doit attendre l'impulsion politique pour s'informer, pour avoir une information juste et pour, justement, ne pas tomber dans l'inaction? Est-ce qu'on doit attendre l'impulsion politique? Non, pas forcément. Je pense que c'est au niveau politique qu'on sait agir à la plus grande échelle et qu'on sait agir de manière systématique. Mais évidemment, il ne faut pas attendre que les choses nous tombent toutes cuites dans la bouche. Il y a urgence et il faut que dès maintenant, une bonne information soit répandue pour qu'une action pleine de sens puisse avoir lieu. Est-ce que l'enquête, le questionnaire est disponible aussi? Ça, c'est une bonne façon de sensibiliser peut-être au fait que les jeunes ne sont pas les seuls qui ne s'y connaissent pas. Moi, je suis sûre que si je réalisais ce test, à mon avis, j'emmènerais pas large non plus. Alors, si on se rend sur le site en question et qu'on clique sur l'article relatif à l'enquête, on a au bas de l'article 3 liens. Le premier, c'est le téléchargement de l'étude, et à la fin de l'étude, on trouvera le questionnaire complet de l'enquête, du moins que les professeurs peuvent mener du coup dans leurs écoles aussi. Oui, mais mieux que ça, on trouve aussi un lien vers le questionnaire en ligne. Donc, on peut se connecter au questionnaire et se trouver dans la même situation qu'étaient les élèves au moment du test. Et si on n'a pas peur d'ajouter à la fin son adresse mail, on recevra par mail l'analyse de ces réponses
dans le courant du mois de décembre. Donc c'est se confronter à nos propres connaissances ou manque de connaissances. Une dernière petite chose sur LN24, on aime toujours bien jeter un coup d'œil sur l'avenir. Est-ce qu'il y aura une enquête en 2020, en 2025 ? Est-ce qu'on espère un changement ? Parce que là, il faut dire que cette enquête avait déjà été réalisée plus ou moins en 2015, pas tout à fait la même, mais tout de même c'était une première approche. Elle est réalisée maintenant en 2019. Le changement n'est pas immense, si ce n'est justement dans le désir de se mobiliser, mais encore le mot désir est important. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2025, imaginons ? Nous avons fait une enquête de ce type en 2000, si mes souvenirs sont bons, 2012, une autre en 2015 et une autre en 2019. Maintenant, si vous demandez à l'auteur de l'analyse, celui qui a fait le travail statistique, qui a géré l'enquête, c'est-à-dire moi, s'il a envie d'en refaire une nouvelle dans 3-4 ans, il vous répondra « je n'en suis pas sûr », mais si vous demandez à mes amis membres de mon association s'ils vont dans 3-4 ans me faire pression sur moi pour qu'on redemander une enquête, fasse une, j'en suis à peu près certain. C'était compliqué à mettre en place. Ce sont des mois et des mois de travail, hein, ce genre de... Oui, il y a la mise en route, il faut trouver les écoles qui veulent bien participer, et puis il y a quand même un gros travail d'analyse statistique qui doit être fait, qui doit être fait sérieusement aussi. Par exemple, nous avons un indice socio-économique qui est inclus dans cette enquête. Donc les élèves, on a aussi leurs résultats par indice socio-économique, on ne l'a pas souligné, il y a de grandes disparités. Ah oui, mais il y a énormément de choses, c'est un rapport de 40 pages, donc chacun a le loisir évidemment de l'identifier. Je vais juste prendre encore une petite minute, chacun en une phrase, quelle est la priorité aujourd'hui pour que justement le rapport, imaginons, de 2025 soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Charles. La priorité, c'est que les jeunes continuent à se mobiliser jusqu'à ce qu'il y ait un changement systémique, que ce soit par rapport au dérèglement climatique ou par rapport à l'enseignement. D'accord avec cette priorité-là, j'en donne donc une autre, combattre le climato-scepticisme. 97% des scientifiques actifs dans le domaine du climat estiment aujourd'hui que la cause anthropique du changement climatique n'est plus du tout contestable. Ça veut dire qu'il y a 3 chances sur 100 qu'ils se trompent. Oui. Si nous sommes à bord d'un avion dont on nous dit il y a 97 chances sur 100 que son moteur tombe en panne après le décollage, est-ce qu'on continue de décoller ? Et c'est la question qui se pose aujourd'hui. Question en suspens. Dernière phrase. Il faut que le climat soit repris dans des objectifs clairs pour les examens et qu'il soit formulé de manière précise et concrète dans les programmes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Inscrire donc le climat dans les programmes. Voilà qui clôture cette émission LN24. On a parlé donc d'une enquête qui montre que malheureusement les jeunes ne s'y connaissent pas tout à fait en dérèglement climatique. Faut-il les pointer du doigt ou faut-il plutôt pointer justement l'enseignement qui n'inclut pas encore de cours spécifiques adressés au dérèglement climatique? C'est la question qu'on s'est posée avec nos 3 invités, Nico Hirt, Charlie Van de Mergel et Adrien Van Eerdeweg. Merci à tous les 3 pour ces riches conversations et ce riche débat. Merci à vous de nous suivre sur LN24. Tout de suite, un petit coup d'œil à la météo avant la suite. Mercredi pluvieux comme tous les jours de cette semaine, des averses se développeront un peu partout sur le pays avec un risque de coups de tonnerre localement. Les nuages pourraient laisser percer quelques timides éclaircies. Côté température, les maxima seront compris entre 11 degrés en Haute-Fagne, 14 degrés à la côte, vent modéré à assez fort. Demain jeudi, ciel partagé en traverse le matin, éclairci l'après-midi. Le risque de quelques perturbations se maintiendra surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Haute-Ardenne et 16 degrés sur l'ouest. On parlait des règlements climatiques, tout de suite on se plonge dans l'océan à bord du Baïkonour. C'est le 2e roman de Dil d'Oultremont, l'autrice belge est notre invitée culturelle. À tout de suite. Retrouvez-moi tous les jours à 18h dans le LN24 Soir. Je vous propose une émission de synthèse de l'actualité. L'objectif est d'aller dans le détail à travers nos interviews, nos débats pour mieux comprendre l'actualité politique, économique et internationale car l'information est en continu sur LN24. LN24 Soir, c'est du lundi au vendredi en direct à 18h sur LN24.
raison principale à ça, c'est la rétention du client. Dans l'e-commerce, c'est un milieu très très compétitif où le client est très attiré par tout ce qui est promotion, etc. Et donc ça coûte très cher en termes de coûts marketing d'aller convaincre un utilisateur de venir sur le site et de devenir un consommateur. Donc on a fait le test, on a démarré quasi demi sans ce système d'abonnement qui est en fait plutôt une carte de fidélité, une sorte d'affiliation en fait. On a fait le test sans et la récurrence d'achat du client était vraiment beaucoup plus faible et on devait vraiment faire des efforts en termes de marketing pour faire revenir le client sur le site. Alors que là, avec cette carte de fidélité qui coûte 100 € par an et qui donne accès au prix fournisseur, en fait, le client vient tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une dépense qui est quand même conséquente, c'est 100 € par an, et donc il veut la rentabiliser. Et donc au lieu d'avoir juste une transaction avec le client, grâce à ce système-là, on a vraiment réussi à créer une communauté d'acheteurs qui ont tout intérêt à retrouver tous leurs produits sur le site et à plus les acheter ailleurs, justement parce que les prix sont plus intéressants chez nous. Ça, c'est vraiment pas à vous de rénover la ville, donc il faut quand même des rendements. Cet actif, il appartient à un fonds d'assurance, il faut assurer des rendements sur le long terme. Donc il y a des budgets, un investissement assez colossal. L'enveloppe est d'environ combien ? Vous pouvez mettre un joker si vous ne voulez pas répondre. Mais... J'utiliserai mon joker pour une suivante question, j'ai l'impression. Sur ce joker-là, je vais répondre. On est à peu près à 40 millions d'investissements. Un investissement sur un actif, c'est vrai qu'on n'est pas... On n'est pas les pouvoirs publics, mais on fonctionne à côté. On a besoin de la ville, on a besoin des clients. On sait que la ville, elle se rénove, on a besoin de bouger avec elle. L'urbanisation s'améliore, on doit vivre avec le quartier, on doit évoluer. À 13h sur LN24 et ce midi on prend le large à bord du Baïkonour et on ne monte pas seul puisque Odile d'Oultremont est notre invité culturel, mais ce sera après les titres de Nicolas Pipin. Les tensions s'accélèrent entre Kurdes, Syriens et Turcs. La Turquie franchit la frontière au nord-est de la Syrie. Après le chaos en Équateur, le président Lénine Moreno ordonne un couvre-feu autour des lieux de pouvoir. La pub misogyne de Bicky Burger fait scandale. Déjà 300 plaintes déposées au jury d'éthique publicitaire. La tension ne cesse de monter entre les Turcs et les Kurdes. Les troupes turques ont commencé à envahir le nord-est de la Syrie pour repousser les combattants kurdes. C'est ce qu'a annoncé sous couvert d'anonymat un responsable turc à l'agence Bloomberg. Un peu plus tôt, les forces démocratiques syriennes menées par les Kurdes ont déclaré l'état d'alerte pour faire face à l'invasion turque qui était imminente. Les forces démocratiques syriennes ont annoncé qu'elles tiendraient l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne